Saviez-vous que hier, le 3 janvier 2009, était l'anniversaire de Bitcoin? Bitcoin a maintenant plus de 17 ans à rouler à tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, ce qui équivaut à la bourse de New York depuis 1941, soit 85 ans de trading hours. Fait que le Bitcoin, il y a vraiment beaucoup d'heures derrière la cravate, ce qui en fait un asset très résilient. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de pourquoi que le Bitcoin, c'est un asset dur, une monnaie dure, comme qu'on dit en français. Je vais passer le micro à JF, puis il va nous expliquer justement qu'est-ce qu'il voit par là. Oui, puis je voudrais juste ajouter sur ton point, Jimmy, qu'il y a aussi eu 99,999 uptime. Ça veut dire qu'il a été, le réseau Bitcoin a toujours été on pratiquement pendant les 17 ans qui est là. Donc, au sujet des monnaies, en fait, ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est que la monnaie est un outil comme d'autres outils. Jimmy le sait, il travaillait dans les pelles mécaniques. Lui, il devait faire des trous. Si une journée, il devait faire des trous, ben, il peut les faire avec ses mains, donc utiliser ses mains. Il peut le faire avec une pelle, puis il peut le faire avec une pelle mécanique. Évidemment, l'outil le plus approprié pour faire son trou de maison dans cette situation-là est la pelle mécanique. Donc, pourquoi Bitcoin est une monnaie et une monnaie dure comparativement aux devises qu'on utilise, donc le dollar canadien, l'euro, le dollar américain et les autres, ou les anciennes monnaies, donc l'argent, l'or, qui était considéré aussi comme l'or une monnaie dure. Euh, c'est on doit déterminer c'est quoi les propriétés d'une bonne monnaie et comment Bitcoin remplit ces propriétés-là. Donc, en fait, ce qui est important pour une monnaie, c'est d'être capable de garder sa valeur dans le temps et aussi de pouvoir la transférer à d'autres personnes, donc qu'elle soit portable. Donc, pour pouvoir être transférée dans le temps, l'idée, c'est qu'elle doit être rare ou limitée, dure à produire, qui coûte cher à produire. Puis, elle doit aussi être durable. Donc, si elle se détériore, la monnaie, ben, elle ne durera pas longtemps. Donc, si tu as des pommes, tu utilises des pommes comme monnaie, ben, tu sais, un moment donné, tes pommes seront plus bonnes, puis ta monnaie, elle ne vaudra plus rien. Euh, Elle doit pouvoir se déplacer dans l'espace, donc elle doit être portable, puis elle doit pouvoir être divisible aussi. Donc, si j'utilise de l'or pour payer un hamburger, ben ça fonctionne pas. L'or vaut trop cher aujourd'hui pour pouvoir payer un hamburger avec ça. Euh, il y a d'autres propriétés, en fait, qui sont importantes. Elle doit être fongible, donc un Bitcoin égale un Bitcoin, comme un dollar canadien égale un dollar canadien. La seule chose, c'est qu'on si on a les deux, oui, oui, euh, oui, il représente la même chose, mais il ne peut pas dans le temps acheter la même chose. Donc, c'est ça, c'est une propriété, dans le fond, dans le temps, qui est important de garder en tête. Puis évidemment, il doit être accepté. Donc, certains diront que le Bitcoin n'est pas accepté parce que je ne peux pas payer au dépanneur du coin ou mon essence avec Bitcoin. Par contre, si tu regardes le réseau Bitcoin, il transfère des milliards de données de valeur à tous les jours. Puis comme tu disais, Jimmy, 365 jours par année, il transfère des milliards de dollars. Donc oui, il est accepté. Il n'est pas encore accepté au dépanneur du coin pour plusieurs raisons, mais il est accepté dans le monde comme réserve de valeur. Donc, c'est les différences entre une monnaie dure et une devise qu'on utilise à tous les jours. Parfait, merci JF. Mike, t'avais-tu ton point à ajouter là-dessus?
Oui, ben, premièrement, j'adore l'analogie de l'appel parce que c'est là où tu te rends compte que euh, nous, en tant qu'humains, on design et on bâtit, on est des ingénieurs de notre civilisation. Puis on se produit les outils qui vont nous donner le meilleur rendement pour tout, dans toute chose, tu sais. On a des machines qui font notre bouffe, on a des machines qui nous amènent à l'espace ou qui nous amènent d'un pays à un autre. Puis le Bitcoin, ça doit être vu comme une autre machine qu'on a bâtie. C'est plus qu'une machine, mais c'est un réseau qui accomplit la fonction de l'argent de façon très efficace. Beaucoup mieux que l'argent naturellement occurrent. Um, donc, j'adore juste l'analogie quand tu le dis de même, Jeff. Mais je veux apporter un autre aspect du Bitcoin quand on parle de monnaie dure. Dure implique difficile difficile à Produire. à produire, à répliquer, à briser, c'est dans un autre sens. Mais il y a une autre facette de dur qu'il faut souligner, c'est le Bitcoin, c'est un réseau vivant, étant donné que tu peux pas séparer le réseau Bitcoin des humains qui le donnent plus de pouvoir. Ce que je veux dire par là, c'est le réseau Bitcoin comprend des millions de personnes autour du globe qui travaillent dans les intérêts du Bitcoin. C'est qui ces gens-là? C'est le président des États-Unis. C'est le DG de BlackRock. C'est tout le monde qui ont des mineurs à la maison, comme vous avez tous des mineurs. C'est tous les aviseurs financiers qui vont commencer à vendre le Bitcoin comme investissement. Je pourrais nommer toutes sortes de personnes qui font partie du réseau. Tu sais, c'est les politiciens qui sont en train de passer des lois pour protéger les droits des Bitcoiners. on- je peux faire une liste de milliers de sortes de personnes. Puis ce que ça fait, c'est que ça rend le réseau vivant et actif. C'est-à-dire, l'or, si on attaque l'or comme forme de monnaie, elle ne peut pas réagir. Quand les États-Unis ont enlevé le standard de l'or, l'or n'a pas fait des pétitions pour, pour protéger ses intérêts. Le Bitcoin va être pas mal plus réactif et réfractaire à ces événements-là. Puis il va avoir on peut dire, une réaction politique, une réaction économique. Pourquoi économique? Parce qu'avec le Bitcoin, on peut très facilement décider de exit notre localité, notre polité. Mm. On peut l'amener ailleurs puis dire, OK, ben toi, mon gouvernement veut pas me donner des droits favorables avec le Bitcoin, je vais l'apporter ailleurs, c'est bien correct. C'est pas mal plus facile de le faire avec du Bitcoin que de l'or, de l'immobilier ou n'importe quelle autre sorte de monnaie que tu peux imaginer. Même le fiat, on sait comment c'est facile de juste peser un bouton dans une banque puis complètement bloquer quelqu'un dans le système financier. Mais c'est pas possible avec le Bitcoin. Donc, tout ça pour dire, je veux juste revenir au début. Le Bitcoin est dur à cause de son réseau. Puis, il y a une bonne raison pourquoi on a choisi ça comme nom de podcast. Parce que c'est vraiment le réseau du Bitcoin qui compte. Puis, on parle pas juste du réseau technologique, électrique qui protège. C'est les humains derrière ça qui veulent promouvoir les intérêts du Bitcoin comme tel. C'est littéralement une communauté en arrière du réseau Bitcoin, plus le mur énergétique des mineurs. Puis derrière les mineurs, il y a des compagnies. Fait que vraiment, le réseau Bitcoin, il enveloppe beaucoup, beaucoup de communautés différentes qui fait qu'il est très solide. Alors, juste pour appuyer votre point, comme la comparaison de l'or à Bitcoin. Bitcoin est même plus dur que l'or parce que l'or, si à un moment donné, demain, le prix d'or double, qu'est-ce qui va passer? Tous les mineurs d'or vont aller chercher plus d'or, ils vont enlever plus d'or de la terre pour augmenter le montant de l'or qu'on en a. Mais on ne peut pas faire ça avec le Bitcoin, comme c'est algorithmiquement prévu combien de Bitcoin ils vont avoir pour les prochaines 100, 150 ans. Alors, même si le prix double, triple, c'est pas possible d'y en avoir plus. Alors, c'est plus dur que l'or. Alors, Seyfedi Amous, il a son livre, le Bitcoin Standard,
Et il dit que euh, la monnaie la plus dure est toujours la monnaie qui va gagner. Alors, parce que c'est plus dur que l'or, ça va gagner avec le temps sur l'or. Puis, juste pour rajouter un point moi-même, c'est les avantages d'avoir une monnaie dure, c'est que ça favorise la préférence temporelle longue. Alors, en économie, on a on dit qu'il y en a le préférence temporelle longue et short. Longue, ça veut dire que on pense en des années et pas dans des journées. Court, c'est comme dans des jours. C'est comme n'importe quoi en vie. Si je veux avoir des muscles, je peux manger comme le McDonald's parce que ça me plaît aujourd'hui, ou je peux aller au gym et penser en un an, je veux avoir comme des muscles, alors je vais manger bien, puis qu'est-ce qui se passe avec le money fiat, avec l'inflation, ça, ça nous fait qu'on veut juste dépenser l'argent maintenant parce que demain, ça vaut moins qu'aujourd'hui. Alors, avec le Bitcoin ou l'or ou n'importe quelle monnaie dure, ça favorise la pensée long terme. Hmm. Alors, Mm. c'est meilleur pour faire une civilisation. Euh, vas-y, Jeff. Vas-y, Mike. Ben, j'allais juste dire, Alex, pour faire suite, l'or, ça reste une commodité parce que même si c'est difficile d'en produire plus, avec assez d'incitatifs, on va même aller dans l'espace puis miner ça des astéroïdes qui contiennent énormément d'or. Puis, tu sais, l'univers est plein d'or. Puis ça, c'est la différence entre une commodité puis en anglais, on dit une scarcity, une rareté, on va dire en Ouais, français. rareté Le Bitcoin, c'est une rareté finie, absolue. absolue, c'est ça. Donc, 21 millions dans tout l'univers de Bitcoin. Um, Peu importe combien d'énergie qu'on met dans le système. Puis les gens ont peut-être un peu de misère à comprendre ça. La même chose s'applique à l'immobilier. La même chose s'applique à toute chose qu'on peut produire dans notre économie. Avec assez d'incitatifs, on va en produire d'autres. On est assez intelligent comme civilisation. On va trouver des façons de multiplier les ressources qu'on a. Donc, Jeff, j'ai hâte de savoir ce que tu veux. Ben, effectivement, pour ajouter à ton point, tu sais, s'il n'y a pas assez de terrain, ben, on va en créer des terrains. Tu sais, on l'a vu, ils l'ont fait à Abu Dhabi, à Dubaï, mais ils l'ont ailleurs dans le monde, ils ont aussi créé des terrains plus grands. Le Japon a fait des îles aussi élargies. Donc, si on a besoin de plus de terrain, même si c'est rare, un terrain, si on a besoin de plus, on va en créer plus. Mais je voulais juste ajouter un petit point sur ce que Alex disait, puis au niveau que tout se dirige vers une monnaie. Euh, puis je trouve que l'exemple, c'est souvent, tu sais, nous, on parle français et anglais, mais si on est deux personnes à une table, puis ben, puis que l'autre parle anglais, ben c'est sûr qu'on va parler anglais ensemble parce que je suis capable de parler aussi anglais. Mais ce que je trouve impressionnant, c'est que si on est 10 à table et 9 qui parlent français, mais un qui parle anglais, ben tout le monde va se mettre à parler en anglais. Puis c'est la même chose dans toutes les langues. Fait que, tu sais, tout se concentre à un, puis je pense, puis c'est plate à dire pour les francophones, mais je pense que si tu donnes assez de temps aux langues, ben, toutes les langues vont disparaître pour une seule langue, parce que ça va juste être plus facile de communiquer tout le monde ensemble. Tu m'as inspiré, JF, tu m'as inspiré à ajouter un point à ça. C'est excellent. Connaissez-vous le concept de la minorité intransigeante? Non? OK. Alex, je pense que oui, mais c'est comme ce que tu viens de décrire dans ton exemple de un anglophone, neuf francophones, on parle anglais. C'est comme, c'est pas tout à fait la même chose, mais souvent, on se retrouve dans des situations sociales où il y a comme une minorité euh, qui ont des croyances hyper dogmatiques. C'est-à-dire, ils sont
incapables de changer leur avis. On va dire euh, les Juifs qui mangent kosher, OK? Puis ça fait que, même s'ils sont une petite partie de la population, la bouffe qu'on va retrouver dans les magasins va avoir tendance à être plus kosher. Parce que monsieur, madame, tout le monde, on s'en fout si c'est kosher. Nous, ça nous dérange pas either way, mais eux sont intransigeants. Appliquons le même concept aux Bitcoiners. C'est comme une minorité qui sont euh, dogmatiques dans leurs croyances par rapport à l'argent, puis la souveraineté, puis toutes ces choses-là. Puis, tu sais, moi, j'imagine la même dynamique évoluer avec les Bitcoiners, où que, tu sais, nous, c'est pas une question d'option, là. Il y a juste une monnaie. Puis le reste va s'aligner sur le réseau Bitcoin, puis sur un standard Bitcoin éventuellement. Puis c'est juste une question de temps. Nous, Ouais. on va pas changer notre Hmm, avis. ça- Puis le Non. réseau va Puis, rester dur, va rester sécuritaire et dur, puis on va se battre. Puis le reste du monde va s'orienter. Puis regarde, guys, en 2024-2025, le degré de changement qu'on a vu, où que, tu sais, le Bitcoin était semi comme mal compris, comme un peu niche. Puis là, c'est rendu que le président des États-Unis est en train de le pousser dans ses politiques. hmm. hmm. Ouais, le point tournant, justement, Mike, il est déjà fait. Nous autres, on l'a vu. Puis c'est juste une question de temps avant que le Bitcoin englobe tous les pays parce qu'il est déjà pas mal dans pas mal de pays avec les réserves de Bitcoin qu'on voit à plusieurs endroits. Puis c'est pas juste, mettons, en Amérique, on le voit dans d'autres continents aussi. Fait que le point tournant est accompli. On fait juste justement informer les gens. On continue par en avant. Mais le gros, moi j'aime ça de l'appeler de même, le Bitcoin, c'est un gros Pac-Man. Le Pac-Man, il a pas fini de manger tout. Puis il en reste encore pas mal à manger mais lui, il arrête pas, c'est une machine. Fait que je vous remercie beaucoup, les gars, pour tout votre contenu. Très intéressant. On vous remercie aussi aux auditeurs. Puis on vous revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup.